Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère de passionnés de code et de pixels bien alignés. Dans cette vidéo, je vais la décomposer en trois parties. La première partie, je vais rendre un peu plus robuste le code de César Schiffer Service qui a été présenté précédemment. Je vais faire aussi en deuxième partie un travail pour rendre un peu plus robuste le code de Visionaire Schiffer Service. Et la troisième partie va être consacrée à commencer à mettre les bases et les explications sur le chiffrage en mettant en œuvre la fonction affine modulo n. Donc je vais aller sur Eclipse et je vais commencer la première partie et je vais aller sur le César. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis ici 0, 0 et 0, c'est-à-dire je demande un décalage de 0. Normalement, cette situation devrait être refusée parce que c'est un cas dans lequel il ne se passe rien. Donc on va tester. Voilà, donc le message en clair, le message encodé, le message décodé. Donc là, la fonction ne fait strictement rien. Donc c'est un peu embêtant. Alors ce que je vais faire aussi, Unicode, je vais dire 65 536, c'est la taille de celui-ci. Mon domaine concernant le custom, c'est 104. Et les caractères imprimables, c'est 95. Regardons ce qui se passe. Donc, pour 65 000, 536, je me suis trompé, je vais remettre. Voilà. Donc là, ici, on voit que si la clé égale 0 ou celle-ci est égale à, on va dire, k fois le domaine size, imaginons que je mette 3 fois ici. Là, je mets 10 fois et je mets 8 fois, pourquoi pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais amener un correctif sur cette partie de manière à rendre un peu plus robuste et éviter que on utilise des clés qui ne produisent aucun chiffrement. Donc je vais aller sur Visionnaire Key. Voilà, donc non, moi c'est pas Visionnaire, je suis sur César, autant pour moi. César Key. Donc je vais amener un correctif. Ici, je vais placer encoding stratégie. Je vais appeler ça encoding. Voilà. Donc faire appel à super n'est pas utile. Donc il est implicite. Donc ce que je vais faire, je vais dire if shift égale 0 ou on a shift modulo encoding stratégie.domain size égale 0. Alors, il y a un problème, on va dire que la clé utilisée n'est pas valide. Donc, ça sera à destination du développeur. Donc, throw new crypto exception. Donc, erreur, si on est sur C, je crois que c'était 0,4. Je ferai par la suite une gestion des codes d'erreur un peu plus sérieuse, mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais dire, on va dire, la clé ne peut pas être égale à 0 ou un multiple euh, du
de la taille du domaine ou du multiple du domaine size. Comme ça, la destination du développeur, on peut écrire comme ça. Voilà, sinon, s'il n'y a pas de problème, donc le décalage est accepté. Ok, donc je vais relancer pour voir. Euh, Test César. Donc là, c'est normal qu'il me dit qu'il y a un petit souci. Parce que là, ici, il faut que je place l'encoding. Voilà. Donc la petite modif, elle est faite. Et on va tester. Donc là, il me dit la clé ne peut pas être égale à zéro ou un multiple du domaine. Effectivement. Donc à cet endroit, je vais mettre zéro pour voir. Toujours pareil. Donc si à cet endroit, je mets par exemple 12, euh, allez, je mets ça. Donc là, il a réussi avec l'Unicode à me chiffrer, déchiffrage, et il m'annonce qu'il n'y a pas eu de perte d'information. Par contre, pour le code de César, il me dit le même problème. Donc on retourne. Donc là, code de César. Donc on est sur César. Toujours, oui. Et on est sur, à cet endroit, c'est ici. Donc à cet endroit, je vais mettre 0. Effectivement, toujours le même problème. Si maintenant, comme la dimension c'est 104, je peux mettre 93, pourquoi pas? Ok, ça a fonctionné. J'aurais pu mettre même moins 93. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Par contre, ensuite, il me dit, pour le dernier chiffrement, qui est sur les caractères imprimables, il y a un problème. Donc je mets 0. Ok, ne peut pas être égal à 0. Donc ça fonctionne. Et donc là, ici, je vais mettre, comme j'ai 95, je vais mettre 200, 218, 2018, pourquoi pas? Voilà, donc l'encryptage, le chiffrage est réalisé. Il a bien redéchiffré et il n'y a pas eu de perte d'information. Donc voilà, donc ceci va clôturer les modifications concernant euh, le chiffrage en utilisant l'algorithme de César. Et donc là, on a quelque chose d'un peu plus robuste. On va interdire l'utilisation de clés qui ne produiraient pas un chiffrage. Donc ça, c'est réalisé. Donc maintenant, on va s'intéresser à Wigner pour la deuxième partie. Donc je vais utiliser test Wigner. Je vais regarder si par exemple à cet endroit, je mets une clé qui est vide. Ah, donc là, il y a plantage. Donc on n'a pas prévu ce cas-là. Ok, donc si maintenant je mets... Donc là, si je mets ceci, hop, donc si je mets ceci, donc il a bien chiffré celui-ci. Par contre, à cet endroit, pour l'alphabet custom, alors que se passe-t-il? Il se passe que le message chiffré est identique au message en clair. Donc ça peut poser problème. Voilà. Donc si je mets uniquement A, alors si je mets uniquement le A, donc là il n'y a pas de problème. Par contre, si j'utilise custom alphabet petit grand A est refusé. Et ici, pour celui-ci, il n'y a pas de problème. Donc là, ici, il y a un problème à cet endroit.
Donc déjà, on peut déjà noter que cette situation-là devrait être parce qu'en réalité, Vigenère, c'est une succession d'algorithmes de César. Donc là, on est dans le cas où grand A ici correspond au pointeur 0, et donc ça pose problème. Donc il faut anticiper cette erreur-là. Ensuite, sur celui-ci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Codant Java. Utilisez les tests caractères imprimables. Donc je vais faire la même clé, j'ai envie de voir ce qui se passe. Donc là, il n'y a pas de problème, il chiffre bien. Si je mets petit a, il n'y a pas de problème, il chiffre bien. Euh, voilà. Donc là, a priori, il faut que je prévoie une situation de test pour ça. Donc ce que je vais aller voir, je vais regarder alphabet cipher. Donc si je regarde bien, l'alphabet customisé, c'est la lettre grand A, il faut éviter de l'avoir. Ensuite, concernant l'alphabet, c'est-à-dire affichable. Je regarde, tac, tac. Donc je regarde ce que j'ai bricolé la dernière fois. Char index, donc c'est custom alphabet. Par contre, celui-ci, c'est concernant ASCII démarrage. Donc je démarre de 32. Ah, donc si je mets un espace maintenant, je vais regarder. Donc Vigener. Voilà. Si à cet endroit, la clé c'est un espace. Pareil. Donc il y a deux caractères qui vont être proscrits. Donc on va dire, je ne peux pas avoir le caractère espace dans le cas où je travaille avec l'encoding caractère affichable. Et je ne peux pas avoir cette situation-là. Voilà. Euh, voilà. Et ensuite, si je mets que des A ici, donc là pour Unicode, il n'y a pas de problème. Et par contre, pour bonjour, vous voyez que là ici, c'est pareil. Donc il va falloir s'assurer que ne pas avoir de caractère dans lequel il y a une répétition. Il faudra penser. Je ne sais pas si je mettrai ça en place dans cette vidéo. Ça serait peut-être un petit travail à faire là-dessus. Donc, parce que là, la périodicité est de 1, ça se répète à chaque fois. Donc ça, c'est pas bon. Donc ça, il faudrait éviter d'avoir cette situation-là. Pareil ici, si je mets plein d'espace, c'est pareil. Ok, donc ce que je vais faire, ces situations-là, grand A et espace. Ok. Donc je vais aller dans Visionary Key. Donc déjà d'entrée, on peut indiquer que si string est vide, euh, si la taille est de 0 caractère, donc string.length égale 0, donc je mettrai en place une autre erreur. Donc la clé ne peut pas être une chaîne de caractères vide.
la clé, donc l'encodage n'est pas valide. Là ici, l'encodage de la clé n'est pas valide. On va dire la clé ne peut pas être une chaîne vide. Voilà, donc on va déjà retester cette situation. Là, la clé ne peut pas être une chaîne vide. Donc ça fonctionne. Voilà, donc je relance. Voilà, donc je repars sur la clé. L'autre situation, on va dire if euh, donc là on est là. Donc je vais récupérer l'encoding. Je vais dire si l'encoding c'est par exemple custom. Donc if euh, encoding stratégie instance instance of. Donc moi l'instance c'est custom alphabet encoding. Donc si j'ai ceci et euh, kstring point equals. Donc moi ce que je vais regarder, c'est par rapport donc je regarde l'alphabet. Donc moi ce que je peux récupérer, donc Charmat, donc c'est une collection, ou alors je récupère directement le custom alphabet ici. Donc voilà, donc je vais récupérer à cet endroit. Point, point char, point charat 0. Custom, public statique, elle est publique, ouais, c'est bien ça. C'est une chaîne de caractères, donc il n'y a pas de raison. Ah, effectivement, voilà, je vais mettre comme ça. Et là, pourquoi? Ce qui est normal, parce qu'il faut que j'indique dans quelle classe elle se trouve. Elle se trouve dans alphabet. Alphabet, si fort. Point. Je vais prendre custom alphabet. Point charat 0. Donc si j'utilise ceci, donc là je dirais donc erreur binaire, la clé ne peut pas être ne peut pas être composée du caractère deux points. Hop, et donc là je récupère le caractère. Parce que si je change demain, j'enrichis ou je modifie mon custom alphabet, il faut que ça le prenne en compte, hein. Voilà.
Hop, voilà. Donc, je vais vérifier déjà si cette première modification est réalisable. Donc, la clé ne peut pas être composée du caractère A. Ne peut pas être composée uniquement du caractère A ou une séquence de caractères A. Donc, on va préciser. Vichnerke. La clé ne peut pas être composée du caractère tac tac, être composée uniquement, uniquement du caractère, uniquement du caractère celui-ci, voilà, ou d'une séquence, là. On va laisser comme ça, on pourra améliorer le message d'erreur. Voilà, donc si je relance, ok, ça fonctionne. Donc je vais continuer là-dessus. Donc je vais aller sur le test. Donc voilà, donc à cet endroit, voilà, donc je vais modifier la clé. Donc là ici ça a fonctionné. Donc là je vais mettre A. Donc là il ne fait pas l'erreur. Donc il faudra prévoir, je prévoirai à l'occasion un algorithme. Donc là ici prévoir euh, une fonction qui vérifie que la séquence n'est pas périodique. Donc là ça sera prévoir une fonction qui vérifie que la séquence n'est pas périodique dans le futur. Donc une réflexion à avoir là-dessus. Donc prochainement. Je pense que ça va prendre un peu de temps à réaliser, donc je vais pas mettre du temps là-dessus aujourd'hui. Donc là, ça sera à prévoir. Donc ensuite, j'avais le même problème, c'était concernant l'espace. Voilà. Donc c'est une instance ici, ça va être l'instance, ça va être ASCII printable. Et on va dire, donc là ici, je vais pas prendre ce caractère-là, ça va être le premier caractère. Et donc je vais dans ces alphabets. Donc là, c'est le premier caractère de cet alphabet. Donc en réalité, not equal l'espace, puisque c'est les caractères imprimables et le premier caractère imprimable, c'est le caractère de code ASCII 32. Voilà, donc là ici, je peux dire caractère de code ASCII 32. Voilà. Ou alors, je peux décider de prendre le premier caractère dedans. Donc, ce que je peux faire, c'est récupérer à cet endroit. euh, je vais voir si je peux accéder. Alphabet cipher. Point.
ASCII begin. Voilà. Donc le caractère ne peut pas être composé. euh, la clé ne peut pas être composée uniquement du caractère ou d'une séquence. Tac, tac, je prends ça. Et donc je vais faire ça. Voilà. Donc là ici on ne verra pas ce qu'il y a, mais voici. Donc voilà. Donc là normalement ça devrait. Donc là je vais mettre AB comme ça je suis tranquille. Et donc pour le dernier, ne peut pas être composé d'une séquence. Et là ici on voit que c'est le caractère espace. Ok. Donc je vais remplacer le caractère espace. Je peux mettre un et pourquoi pas espace. On va voir. Ok. Et si je mettais que des espaces, effectivement, il faudra prévoir aussi cette situation-là. Ok, donc il faudra le prévoir quand même. Donc là, il y a pareil. Donc, ok. Parce que là, ici, on peut voir qu'il y a des morceaux qui n'ont pas été codés, hein. Code. Donc là, il y a des morceaux. Donc, ce qui est embêtant. Donc là, ici, il faudra prévoir une situation dans laquelle est supprimer les périodicités. Voilà. Donc, je retourne à cet endroit. Donc là, je prévois pareil. Ok. Alors, ce que je peux faire, c'est commencer à écrire le modèle là. Alors, private euh, boolean is periodic string euh, str ok, voilà. Là, et pour l'instant, je vais return true là. Le, donc, tout doux. Ce sera à faire. Et donc, automatiquement, à cet endroit, je peux faire ici. Donc, tac, on est bien ici. Ensuite, après, et, et donc là, une note is périodique. Donc là, donc à cet endroit. Voilà, donc si je ne veux pas ça. Donc erreur Vigenay. Donc la clé ne peut pas être périodique, être composée d'une chaîne périodique. Donc la clé ne peut pas être composée d'une chaîne périodique. Comme ça, on réduit. Voilà, donc pour l'instant, cette fonction n'est pas encore écrite, hein. Et donc là, je vais faire la même chose. Donc là, ici, c'est sur ASCII printable. Et donc là, on a le même message, même message. Donc ça sera à prévoir dans le futur. Dès que j'ai un peu de temps,
Je vais préparer un algorithme et je vous en ferai part. Donc ça fonctionne. Donc là, je viens de terminer les modifications que je souhaitais amener sur la classe César Shifter Service et Vishner Shifter Service. Donc là, pour moi, je vais arrêter sur ces deux parties-là. Maintenant, je vais attaquer la troisième partie. Donc, j'avais dit que j'avais commencé à écrire ici. Donc, chiffrement affine modulo n. Donc ça, c'est la troisième partie. Donc, ce que je peux dire, ce chiffrement, je vais essayer de tout écrire, hein. Alors, ce chiffrement ne repose pas seulement, c'est comme ça que je pourrais dire, seulement sur une simple formule mathématique, hein, a priori, simple formule mathématique. En réalité, il va utiliser aussi, on va dire, deux concepts qui sont fondamentaux. Alors, je vais essayer de ne pas trop faire de fautes en écrivant, parce que je réfléchis en même temps, fondamentaux. Donc, comme était annoncé dans l'introduction de cette vidéo, alors, ce que je vais commencer, je vais parler du PGCD pour les Français ou pour les anglicistes, c'est le GCD. Voilà. Et ensuite, après, je commencerai aussi à parler de la relation, c'est-à-dire la formule de Bézout. Donc, ces deux notions garantissent on va dire une propriété essentielle en cryptographie. Donc, je veux dire, donc ces deux notions garantissent, garantissent une propriété essentielle en crypto. C'est-à-dire cette notion, une propriété essentielle, c'est la bijection. La bijection, c'est-à-dire, c'est la capacité que va avoir le système à chiffrer et de déchiffrer un message sans perte d'information. Donc, je vais le dire. Donc, c'est-à-dire la capacité, on va dire, du système, hein. Pour l'instant, pour nous, c'est un simple système, à chiffrer ou déchiffrer, on va dire déchiffrer euh, sans perte d'information. Donc ça, c'est important parce que le but, on n'est pas là en train de faire de la compression. Dans la compression de données, on peut avoir de la perte, c'est pas trop gênant dans une image, mais dans des messages, on ne peut pas s'amuser à perdre de l'information. Donc, alors ce que je propose dans cette vidéo, dans cette troisième partie, je veux dire, dans cette troisième partie, je propose d'aborder les points suivants. Donc, c'est dans un premier temps, bah, c'est expliquer comment fonctionne
le chiffrement affine modulo n. Ensuite, après, expliquer pourquoi le PGCD, c'est-à-dire le GCD, est indispensable dans sa mise en place. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est euh, comment utiliser l'algorithme étendu d'Euclide. Voilà. Et ensuite, la dernière partie pour cette vidéo, ce que je commencerai à faire, c'est commencer une implémentation. Donc, c'est commencer une implémentation, donc toujours bah, évidemment en Java, puisqu'on nous sommes ici sur du Java. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, le principe du chiffrement affine modulo 0, modulo n. Donc, principe du chiffrement affine modulo module n. Donc, bah, comme son nom l'indique, hein, alors comme son nom l'indique, ça se repose uniquement sur la fonction affine modulo n. Donc, la formule. Donc, la formule, c'est une fonction affine classique, hein, c'est ax plus b, que tout le monde connaît, mais modulo n. Donc en réalité, je peux dire que le chiffrage ou l'encryptage, je peux dire c'est E de x va être égal à ceci. Donc voici la formule. Donc avec, on peut expliquer le rôle de chacun des éléments. On va dire x est la position d'une lettre dans l'alphabet. Ensuite, après, j'ai petit a. Bah, comme dans les fonctions affines traditionnelles, c'est le coefficient multiplicateur. Coefficient multiplicateur. Le petit b, bah, ça représente le décalage par rapport, si on était sur une fonction affine traditionnelle, bah, c'est le décalage de cette droite par rapport à l'axe des Y. Donc là, on va dire c'est le décalage. Donc souvent appelé offset. Et ensuite, le dernier élément, n, qui est la taille de l'alphabet. Donc pour nous, dans ce qui a été mis en place, dans le pattern stratégie, bah, je vais utiliser la méthode domain size. Je vais utiliser cette méthode-là, puisque ça va représenter la taille de mon alphabet. Donc le plus simple, je vais faire dans un premier temps, au lieu d'utiliser mon alphabet qui est très grand, donc je propose de réaliser toute cette étude à travers un petit exemple. Je vais prendre donc un exemple avec les lettres majuscules. Donc exemple, exemple, les lettres majuscules, donc A-Z.
dans lequel le domaine grand N égale 26 lettres. Donc on va dire que chaque lettre correspond à un index. Donc on va faire simple. Pour l'instant, je vais dire A correspond à la position 0, B correspond à la position 1, et ainsi de suite. Je vais faire comme ça. Voilà, et Z correspond à l'index 25. Donc on applique ensuite la fonction affine modulo n pour produire le texte chiffré. Donc soit e de x égale, je vais prendre un exemple, et je vais prendre par exemple 5x plus 8 modulo 26. Et donc si j'ai le message hello, tout est en majuscule, hein. Hello. Donc on sait que la lettre H, par exemple, donc H c'est la lettre, c'est la septième lettre. Voilà, la lettre E c'est la quatrième lettre. La lettre L c'est la onzième lettre. Après on a encore L qui est la onzième lettre. Et ensuite on a O qui est quatorzième lettre si je ne me trompe pas. Donc, premier traitement. Donc, on a H correspond donc à 7. Donc, E, E de 7 égale donc 5 fois 7. 5 fois 7. Donc, je mets entre parenthèses, hein, là, plus 8 modulo 26 égale. Donc, on a 35. 35 plus 8, ça fait 43 modulo 26. Donc, en réalité, c'est comme si je faisais 43 que divise 26. Il va une fois. Et le reste égale cette fois-ci 43 moins 26 égale 17. Tac, tac, c'est ça. Donc, ça veut dire que 17, ça veut dire que E de 7 égale 17. Et ça correspond à la lettre de l'alphabet. Donc, je regarde sur un petit papier, la lettre R. Voilà. Et ensuite, après, il suffit de répéter. Donc, on répète cette action pour les autres lettres. Donc ça, je l'avais fait sur un bout de papier pour gagner du temps. Donc le message chiffré est le suivant. On obtient RCLLA.
Alors pourquoi ici on obtient toujours la lettre L? On pourrait se poser la question, hein. Le L n'a pas été chiffré, bon, on va regarder. Donc le L qui correspond à la 11e lettre. Donc si j'applique E de 11 égale 5 fois 11 plus 8 modulo 26 égale 55, 55, 63 modulo 26. Et donc si j'applique 63, je le divise par 26. Donc il va deux fois. Donc le reste égale 63 moins 2 fois 26, 52 égale 11. Et donc là, on voit tout de suite que E de 11, dans ce cas-là, égale 11. Donc la lettre n'est pas changée. Ce qui est logique. Ça explique pourquoi on a bien ici un chiffrage qui donne la même chose. Donc voici. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est pas trop gênant, hein, c'est pas. Donc ensuite, la question, c'est comment déchiffrer le message. Donc pour déchiffrer, il suffit euh, il suffit d'utiliser, on va dire, l'inverse de la fonction affine. Donc on doit donc résoudre l'équation suivante. On doit résoudre la fonction suivante. Donc je peux dire que euh, x c'est ce que je recherche. X égale. Donc comment je peux écrire ça? A, A moins 1. Donc je vais mettre entre parenthèses. Ça c'est l'inverse de A. Je vais l'écrire ici. Je vais faire comme ça. Pour noter l'inverse de A. Voilà. Donc voici ce que j'ai. Et ensuite, après, ben, ça sera Y moins B modulo N. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est lorsque mon travail, tout ceci je vais mettre comme ça. Donc ce que l'on doit faire pour résoudre ceci, il faut connaître. Donc on va dire pour résoudre, on va dire cette équation, hein. On peut dire, on peut résoudre l'équation suivante, hein. Pour résoudre cette équation, il faut connaître A moins 1. Et donc on va dire que A moins 1 est l'inverse modulaire de A. Parce que là ici, vous voyez bien qu'on a ceci qui est appliqué au modulo n.
Donc on dira que ceci représente l'inverse modulaire de A. Et on peut dire la chose suivante, et cet inverse modulaire n'existe pas toujours. Et donc c'est là que va intervenir le PGCD. PGCD va intervenir. Et donc là, comme ça, on pourra répondre à la question, bah, pourquoi ça répond à la question, bah, le PGCD est-il indispensable? Donc on va dire pour que l'inverse modulaire existe, il faut vérifier la condition suivante. Et on va dire la chose suivante, on va dire que le PGCD de A, donc du coefficient multiplicateur de notre fonction affine, par rapport à la taille de notre alphabet, doit être égal à 1. Donc ça, c'est une condition importante. On doit vérifier cette condition. Donc si cette condition est vraiment égale à 1, ça signifie que A et N sont premiers entre eux. Cela signifie que A et N sont premiers entre eux. Donc, si cette condition est vérifiée, donc si cette condition est vérifiée, on va dire la fonction affine est bijective. Je rappelle, bijective, ça me permet donc de chiffrer, de déchiffrer sans perte d'information. Donc, donc le fait de dire ça, ça veut dire que chaque lettre possède une image unique, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc ça veut dire que on peut, comme je viens de le dire, on peut retrouver le message original sans perte d'information. Donc ça reprend la définition que j'avais annoncée plus haut sur la notion de bijective. Donc ça c'est important. Par contre, si cette condition n'est pas respectée, donc je vais mettre comme ça, si cette condition, donc si cette condition n'est pas respectée, donc est-ce qu'on peut dire plusieurs lettres donnent le même résultat, donc c'est embêtant. Donc là, ici, il y a totalement une perte d'information. Et donc la conclusion, le déchiffrement est, est impossible. Donc ça va être important pour nous, hein. Donc, donc on voit qu'on a un point important, c'est on doit passer par le PGCD afin de vérifier que l'inverse modulaire existe. Donc ça veut dire qu'au moment du choix de la fonction, il faudra tester ceci.
Ensuite, là, maintenant, ce que je propose, c'est utilisation de la formule de Bezout. Donc, donc, justement, nous, ce qu'on doit maintenant, c'est ce qu'on veut, c'est trouver l'inverse modulaire. Donc, on veut le trouver. Donc, pour cela, donc pour calculer l'inverse modulaire, on utilise la relation de Bézout. Donc, on va dire quel que soit xy appartenant, appartenant à l'ensemble des entiers relatifs. Donc là, je vais plutôt l'écrire x et y, hein. Appartenant à l'ensemble des entiers relatifs, on peut écrire la formule suivante. On peut dire que ax plus ny égale pgcd de a n. Et sachant que pour nous, on fait de la crypto, sachant que pgcd a n égale 1, ça revient à résoudre l'équation ax plus ny égale 1. Et on peut préciser la suivante, et le coefficient, non, je mettrai quand même deux F, hein, coefficient x correspond à donc a exposant moins 1 modulo grand N. Et donc, cette inverse, justement, est calculée grâce à l'algorithme d'Euclide étendu. Et donc, on va dire cette inverse est calculée à l'aide, on va dire, de l'algorithme d'Euclide étendu. Donc là, ce que je propose de faire, c'est présenter succinctement l'algorithme d'Euclide. Donc, algorithme d'Euclide. Donc, pour cela, donc le PGCD, calcul du PGCD de A, AB. Donc, ce que je vais faire, ben, c'est utilisation des divisions, successives. Voilà, voici ce que je vais faire. Donc, le principe. Donc, le principe, c'est de se dire que A égale donc quotient fois le diviseur qui est B plus R. Donc avec Q le quotient
et comme son nom l'indique, R, le reste de la division euclidienne. Donc je, donc je vais faire avec un exemple avec deux valeurs. Donc soit le PGCD entre 26 et 5. Donc calculer sa valeur. Donc j'ai petit a égale 26 et petit b égale 5. Voilà. Donc je fais le premier travail, c'est de calculer le quotient. Donc Q va être égal à A que divise B, c'est-à-dire Q va être égal ici à 26 que divise 5. Donc ça me donne 5. Et le reste, R égale 1. Et donc ça vérifie bien l'expression que 26 est bien égal à 5 fois 5 plus 1. Donc on constate que le reste est différent de 0. On continue. Alors pour continuer, ce qu'il faut maintenant, c'est mettre à jour les variables. Donc là, c'est mise à jour de A et B. Donc petit a va recevoir la valeur de B. Donc ça veut dire que A va prendre la valeur de 5. Et ensuite petit b va prendre la valeur de R. Donc ça veut dire que B égale 1. Et on recommence, on refait Q égale toujours A sur A que divise B. Hein. Donc ça me fait 5 que divise 1 égale 5. Donc le R égale 0. Donc, arrivé à ce niveau-là, on va dire fin des divisions successives. Voilà. Donc ça, c'est fini. Donc, conclusion, on peut dire que PGCD entre 26 et 5, on obtient la valeur de 1. C'est-à-dire on obtient la valeur ici. Donc on constate que 26 et 5 sont premiers entre eux. Voilà ce qu'on peut dire. Donc maintenant qu'on a terminé ça, on doit passer à l'étape numéro 2, c'est obtenir. Donc maintenant on souhaite obtenir les coefficients de Bézout. Donc on part de la dernière équation pour laquelle le reste était égal à 1, n'était pas égal à 0. Donc nous, ce que l'on a, donc on va dire on part de la dernière équation
pour lequel on a R différent de 0. Donc si je repars de la dernière équation qui était différente de 0, c'était 1 égale 26 moins 5 fois 5. Voici ce que l'on a. Donc on réécrit l'équation. Donc on réécrit l'équation, c'est-à-dire pour bien faire apparaître les éléments. Donc on peut dire que l'on a 1 égale, ici j'ai la valeur moins 5, donc moins 5 fois 5 plus une fois 26. Donc là, chose qu'on peut constater, on peut dire que x égale moins 5 et y égale 1. Et donc on peut dire que l'inverse modulaire est égal à x égale moins 5 modulo 26. Voici ce que l'on a. Donc on peut faire maintenant le calcul. Donc ça fait moins 5 égale 26 fois Q plus R. Donc ça fait moins 5 va être égal à 26 fois 1, moins 1, pardon, plus 21. Donc là ici ça fait bien moins 26 plus 21, ça fait bien moins 5. Voilà. Donc on peut dire la chose suivante, moins 5 modulo 26 égale 21. Donc l'inverse modulaire, est dans notre cas ici 21. Donc on peut faire une vérification. Donc si je prends 5 fois 21, ça me donne 105. Et si je prends 105 modulo 26, donc on va obtenir 105 modulo 26, il reste 1. Voilà, parce que 105 que divise 26 égale 4 fois. Ça fait 104. Donc ça fait bien 4 fois. Voilà. Donc, résultat, on va dire, résultat pour le déchiffrement. Donc je peux écrire d de x égale à l'inverse modulaire de a fois x moins b modulo 26, sachant qu'on a dit que cette expression-là vaut 21. Donc ça fait d de x égale 21 fois x moins b modulo 26. Voilà. Donc là, on a à peu près une structure qui va nous permettre de calculer euh, les coefficients de Bézout. Donc ce que je propose de faire maintenant, c'est
mettre en place une classe qui va me permettre d'obtenir quoi? Donc le PGCD, les coefficients de Bézout, voici ce que je veux, et aussi obtenir l'inverse modulaire. Donc voici ce que je vais avoir. Et ce que je propose de faire, c'est de mettre en place un algo non récursif. Ouais, non récursif. Non récursif, non récursif. Donc, pourquoi? Parce que je trouve que c'est préférable en Java. Ça va m'éviter tout ce qui est les appels de piles récursifs. Elle sera beaucoup plus performante et l'algorithme que je vais écrire sera un peu plus proche de l'algorithme mathématique original. Et donc, elle permettra de calculer, donc on va dire, elle va permettre de calculer AX plus BY égale PGCD de A virgule B. Donc le principe que je vais mettre en place, le principe mis en œuvre va permettre de, maintenir, on va dire, deux équations simultanément. Voilà. Donc la première équation, ça va être l'équation du reste. Je vais l'appeler, comme je ne peux pas écrire des indices, je vais le mettre comme ceci. R de I va être égal à S de I plus, je vais multiplier, pardon, fois A plus T de I fois B. Donc là, avec S et T qui sont les coefficients de Bézout. Voilà. Ensuite, pour l'algorithme, comment je vais faire? Je vais dire que R I plus 1 va être égal à R I moins 1 moins Q de I fois RI. Donc voici le calcul que je vais faire. Donc ça aussi va me permettre d'obtenir le reste. Ensuite, après, je vais faire la même équation, mais pour le premier coefficient de Bézout. Donc ça sera à peu près la même structure d'équation. SI plus 1 va être égal à SI moins 1 moins Q de I fois S de I. Ça sera le même type d'équation, mais pas avec les mêmes éléments. Là, ici, je vais travailler sur les restes, et là, je vais travailler sur le premier coefficient, et je vais faire la même équation pour le deuxième coefficient. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà, voici ce que je pense faire. Et donc, il va y avoir une phase importante qui va être la phase d'initialisation.
phase d'initialisation. On va dire que R de 0 va être initialisé avec la valeur de A. Ensuite, on va dire que R de 1, le prochain reste, va être initialisé avec la valeur de B. Voici. Et ensuite, chose que je vais dire que S de 0, je vais l'initialiser à 1, et T de 0, je vais l'initialiser à 0. Et ensuite, S de 1, je vais l'initialiser à 0, et T de 1, je vais l'initialiser à 1. Et ensuite, ce qu'on va faire, ensuite, on applique les divisions successives. Alors, comme pour l'algorithme d'Euclide, je vais faire la même chose. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre le même exemple. Donc, je vais faire exemple PGCD de. Donc là, je vais prendre 5 et 26. Égal, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que 5x plus 26y égale PGCD de 5,26. Donc mon but, c'est de trouver l'ensemble des coefficients. Donc voilà comment ça marche. Donc je vais reprendre les éléments d'initialisation et je vais le faire pas à pas. Donc R0 vaut 5 et B vaut 26. Les éléments qui ici ne bougent pas, c'est ceux que je mets en place. Et ensuite, on va calculer. Donc je calcule Q, donc c'est le quotient, ça va être R0, je divise R1. Donc là ici, notre quotient va recevoir la valeur de 5 que divise 26, c'est-à-dire Q va recevoir la valeur de 0. Ensuite, on calcule R2. Donc c'est I plus 1. Donc ça, c'est la valeur de R2, ça correspond à la valeur ici, hein. Donc là, donc ça va prendre la valeur suivante. Ça va prendre, donc je prends, donc comme je suis à 1, je prends R0, donc c'est 5, moins Q fois, donc Q ici c'est 0, 0 fois, et moi je prends R1, R1 c'est 26. Voilà. Et donc si je fais le calcul, je peux dire que R2 reçoit la valeur de 5. Voilà. Ensuite, je dois faire une mise à jour de R0 et R1. Je dois faire une mise à jour. Donc, en faisant la mise à jour, R de 0 prend la valeur de R1. Donc, ça veut dire que là, cette fois-ci, R0 prend la valeur de R1, donc c'est-à-dire prend la valeur de 26. Et ensuite, la valeur de R1 prend la valeur de R2. Donc, pour nous, ça prend la valeur de 5. Donc, R
1 reçoit la valeur de 5. Donc ça va être assez fastidieux, mais je le fais pas à pas. Donc ensuite, ce que je dois faire, c'est on calcule les coefficients de Bézout. Donc pour calculer les coefficients de Bézout, on commence par celui-ci, donc ça fait S2. S2 va recevoir la valeur de, donc 1 moins 1 c'est S0. Donc je prends la valeur de 0 c'est 1. Donc là c'est 1. Moins Q, la valeur de Q. La valeur de Q qui a été calculée c'est 0. 0 fois la valeur de S1. La valeur de S1 c'est 0. Donc on peut dire que S2 reçoit la valeur de 1. Ensuite, ce calcul est fait, je dois tout de suite pratiquer la mise à jour de S0 et S de 1. Avec le même principe que précédemment, c'est-à-dire, voilà, donc je fais S0 reçoit la valeur de S1, donc je peux dire que S0, S0 va être égal à 0, parce que S1 fait 0. Ensuite, S1 reçoit la valeur de S2, donc S1 reçoit la valeur de S2, donc reçoit la valeur de 1. Et ensuite, après, je calcule maintenant les coefficients T2. Donc, T2 égale, donc j'applique la formule qui est ici. Je prends T0 moins, donc je vais prendre T0, T0, T0 j'ai 0. Donc on l'a ici, hein, j'ai bien 0. Voilà, moins Q, c'est-à-dire Q fois 0 fois T1 c'est 1. Voilà, et donc on peut dire que T de 2 reçoit la valeur de 0. Ensuite, on fait la même chose, mise à jour de T0 et T2. Donc quand j'ai fait cette mise à jour, donc T0 reçoit la valeur de T1, donc T de 0 reçoit la valeur de T1, c'est-à-dire T1, je l'avais ici, c'est 1. Voilà, et T de 1 reçoit la valeur de T2, donc T1 reçoit cette valeur c'est 0. Voilà. Et donc là ici, si je regarde le reste, donc le reste que j'avais obtenu, c'est celui-ci, il n'est pas égal à 0. Donc là ici, on peut dire R1 différent de 0. On recommence, on répète ou on recommence le même processus. Donc voici ce qu'on va faire. Donc ça va me permettre d'obtenir le résultat final. Donc ce que je peux faire, je peux repartir de tout ça. Donc là ici, je peux repartir de là. Donc je peux reprendre ce calcul-là. Donc Q reçoit donc R de 0, parce que je répète la même chose, hein, que divise R de 1. Et donc si je regarde bien, donc je fais 26 que divise 5.
Donc Q reçoit 26 que divise 5. Donc ça veut dire que Q reçoit la valeur 5 fois 5, 25, donc 5. Reçoit 5. Donc à partir de là, je peux calculer R2. R2 reçoit la valeur. Donc R2 donc prend la valeur de R ici, R1. Donc R1 pour nous, R1 dans ce cas-là, c'est bien 5. Donc c'est bien comme ça. Donc R2, R1, R1. Ah, ce que je prenais, parce qu'il y a tellement de choses à regarder. Oui, donc la R2 prend R0, R0, c'est ça, R0. R2 prend R0 et R0 c'est 26. 26 moins Q qui est égal à 5 fois, R1. Donc R1 qui est 5. Donc si on fait le calcul, donc ça fait 26 moins 25, ça fait 1. Voilà, donc R2 fait 1. Donc là, cette fois-ci, on refait la même chose, c'est-à-dire j'applique, je vais essayer de ne pas me tromper avec les copier-coller. Hop, voilà, donc R0 prend la valeur de R1. Donc R1, j'avais 5, donc là je passe à 5. Et R2 passe à était à 1, donc R1 passe à 1. Donc ensuite, après, on calcule les coefficients de Bézout. Et donc, on doit calculer ceci. Donc, S2, je reprends donc la valeur. S2 prend S de 0. Donc là, ici, j'ai 0. Le coefficient Q, ici, j'ai 5. Et S1. S1, j'avais 1. Et donc là, S2 devient moins 5. Donc, moins 5. Et ensuite, après, j'applique cette partie-là, faire la mise à jour. Voilà. Donc, S1, 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 j'avais 1. Donc là, je passe à 1. Et ensuite, celui-ci est à moins 5, donc celui-ci passe à moins 5. Voilà. Et ensuite, après, je dois faire le calcul du coefficient T. Voilà. Donc, T, je prends T de 0. Alors, T de 0, j'ai 1. Moins le Q, c'est 5. Et T de 1, c'est 0. Donc, T2 passe à 1. Voilà. Si je ne me trompe pas, T2 passe bien à 1 et ensuite après je fais les mises à jour. Donc effectivement, voici ce que l'on obtient. Et donc, déjà T2 c'est 1 et T de 1 c'était 0. Voilà. Donc on a bien ceci. Et ensuite après il suffit de regarder la valeur de R1. R1 ici vaut 1. Donc on va dire que R1 est différent de 0. On commence le même processus. Donc là, on commence à voir bien apparaître la boucle, hein, une boucle tant que.
Voilà, donc R1 est bien différent de 0. Ben, on recommence le calcul, hein. Donc le calcul, c'est le suivant. Donc R0 j'ai 5. Là, et R1 j'ai 1. Donc je fais ça. Et donc le quotient fait donc 5. Donc à partir de là, on peut calculer le reste. Donc le reste, donc je prends donc R0, 5. Le quotient c'est 5 et celui-ci fait 1. Donc on obtient 0. Donc ensuite on fait la mise à jour des coefficients. Donc la mise à jour des coefficients. Donc R1 prend la valeur de R1. Donc là ici ça prend 1. Voilà. Et R2 prend vos 0. Donc celui-ci prend 0. Voilà. Donc là ici on voit que le reste est passé à 0, hein. Donc ça c'est-à-dire qu'on va quitter lorsqu'on va interroger la boucle. Ce sera 0. Donc on arrêtera le processus. Voilà. Donc est-ce utile de calculer tout le reste? C'est pas la peine, hein. Donc là je mets des. Donc pas utile. Donc c'est la même chose, mais c'est pas utile de faire le calcul. Donc sur ce que on a R de 1 égale 0. Donc fin du processus. Et on peut dire que PG CD pour nous va être égal à R de 0. Donc si on récupère bien R de 0, on a bien 1. Donc là, dans ce cas-là, on a bien 1. Et ensuite, la valeur de X, pour nous, ça va être S de 0. Et donc, la valeur de X, S0. Alors peut-être que je devrais les calculer quand même, hein, parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Donc c'est utile. Donc je dois les calculer. Donc je pensais faire une impasse, mais non. Donc je vais calculer S2. Donc, donc S2 prend la valeur de S1. Donc le S1 que l'on avait ici, c'est-à-dire 1, moins le quotient, c'est-à-dire 5, et S, S2, S2, c'est-à-dire là ici j'ai S0, S1, et S1 il fallait moins 5. Moins 5. Donc là ici ça fait 26. Donc S2 fait 26. Donc je fais les mises à jour. Je vais le coller là. Donc S0 prend la valeur de S1. Donc S1, ce que j'avais avant dans S1, c'était moins 5. Voilà. Et S1 prend la valeur de S2. Donc S2, c'est 26. Donc ensuite, je vais calculer celui-ci. Donc T2 prend T de 0. Donc je remonte T de 0, c'est-à-dire 0. Le quotient égale 5, il n'y a pas de souci. Et T de 1 vaut 1. Donc T2 prend la valeur de moins 5.
Voilà. Et donc là, bah, je vais faire mise à jour. Donc on fait mise à jour. T0 prend la valeur de T1. T1 était à 1. Voilà. Et T2, T1 prend la valeur de T2, donc prend la valeur de -5. Voilà, donc on est bien à la fin du processus. Et là, cette fois-ci, je vais dire que X prend la valeur de S0, donc le S0, -5. Voilà. Et je vais dire que Y prend la valeur de T de 0. Et ça va être égal T0, T0, c'est 1. Voilà. Donc là, ben, je pense qu'on a terminé. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est commencer à réfléchir sur la mise en place de cet algorithme. Donc là, c'est bon. Donc là, maintenant, on peut lancer la mise en place de l'algo. Alors, pour la mise en place de l'algo, ce que je vais faire, je vais créer un package. C'est comme c'est une partie mathématique. New package, crypto.mat. Voilà. Et à l'intérieur, ce que je vais mettre, une classe, new class, et je vais l'appeler, je vais la mettre finale, on ne peut pas la dériver, et je vais l'appeler extend Euclid. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Ouais, je l'appelle comme ça. Donc, à l'intérieur, j'aurai de différents attributs. Private final int gcd private final int la valeur de x, le premier coefficient de Bézout. Ensuite, private final int y. Ensuite, je vais prendre un autre coefficient in qui va être le module. Voilà. Donc voici ce que j'ai. Et donc, le constructeur va prendre deux paramètres A et B. Là, parce que là, ici, ça va être mon module, c'est-à-dire ce module que je prends là, ça va être la dimension de l'alphabet. Ça sera le domain size. Donc, je vais prendre un constructeur public, int premier coefficient A, int B. Voilà. Et première sécurité, on va dire que si le diviseur égale 0, il y aura une levée d'exception. On va dire que le modulo ne peut pas être égal à 0. Donc on va dire if b égale 0. Donc je lève tout de suite une nouvelle exception, new crypto exception. Et donc là, je vais indiquer le modulo ne peut pas être 0. Je vais le dire comme ça. Voilà.
Et ensuite, après, je dirais que modulus égale B. Ensuite, après, je vais créer une méthode qui va justement me calculer l'algo que j'ai mis précédemment et qui permettra de calculer trois choses, le PGCD et les coefficients x et y. Parce que là, ici, dans l'algo, je récupère trois informations. Donc, je veux dire que ces trois informations, c'est une méthode qui va me retourner un tableau qui contient ces trois informations. Donc, int un tableau, et je vais l'appeler, ce sont donc l'ensemble des coefs, et ça va être réalisé par une méthode qu'on va créer après, compute AB. Voilà. Et je vais décider que le premier coefficient retourné par cette méthode, ça sera le PGCD, puisque dans ce que j'ai fait dans l'algo, j'ai bien dit PGCD X, Y. Donc je vais utiliser la même structure. Donc GCD égale coef de 0. Ensuite X égale coef de 1. Y égale coef de 2. Voilà. Et ensuite, après, je pourrais mettre en place les getters pour récupérer ces trois informations. Getter. Donc moi, j'ai besoin de récupérer ces trois choses-là. Voilà. Puis maintenant, je vais demander de créer le squelette et on va pouvoir mettre le code. Voilà. Donc maintenant, on peut essayer d'écrire ceci. Voilà. Donc on avait initialisé un paramètre R0 et on avait dit qu'il recevait la valeur de A. Ensuite, int R1 égale B. D'accord, je reprends, c'est ce que j'ai dit ici. Tout au début de l'initialisation, euh, là, R0 prend ceci. Puis après, j'avais dit que j'avais besoin de ces choses-là. Donc là, voilà. Donc après, j'avais besoin de ça. Donc, donc je peux faire int s0 égale 1. Ensuite, int s1 égale 0. Int t0 t0 égale 0. Int t1 égale 1. Donc voici l'initialisation que j'ai faite. Et ensuite, après, je dis que je répétais la boucle. On va dire tant que R1, la question c'était ça, différentes zéros. Donc, on va dire while R1 est différent, R1 est différent de 0. Si on a cette condition-là, on fait le traitement. Donc, dans le premier traitement, c'était calculer le quotient. Q égale R0 que divise R1. Et ensuite, après, on calculait le reste, qui s'appelait reste 2. R2 égale, j'avais dit que c'était égal à R0
moins Q fois R1. Ensuite, après, j'avais dit faire des mises à jour. Mise à jour. Voilà, je dois faire les mises à jour de ça. Donc je reprends. Voilà, donc j'avais dit mise à jour. Voici ce que je dois faire. Donc ça, c'est pas la peine, c'était des valeurs arbitraires. Donc R de 0 égale. Donc R0, on a dit que ça prend la valeur de R1. Et ensuite, la valeur de 1 prend la valeur de R2. Voilà. Ensuite, ce que je demandais de calculer, c'était, je devais donc calculer, euh, donc on calcule les coefficients de Bézout. Voilà. Donc pour calculer les coefficients de Bézout, donc j'ai une variable S2 qui va être égale à S0 moins Q fois S1. Voici ce que l'on a. Et ensuite, on va faire les mises à jour. Voilà. Donc là, c'est des valeurs arbitraires, hein. Donc j'applique cette mise à jour. Donc S0 égale S1. S1 égale S2. Ensuite, je dois faire le même type de calcul, mais pour T. Donc je peux prendre tout ça. Voilà, donc ça sera T2, prend T de 0, prend T de 1, mise à jour de T, T, là, voici. Et normalement, là, on a la boucle est terminée. Et après, ça va se répéter tant que le reste est différent de 0. Et ensuite, quand c'est terminé, je fais un return, un tableau, new int. Donc, voilà. Et voici les tableaux que je retourne. Je retourne donc R0, S0, T0. Voici. Voici ce que j'obtiens. Donc ensuite, après, je vais pouvoir calculer l'inverse modulaire. Donc je vais faire une méthode publique, puisque je vais en avoir besoin, hein. Int mode inverse. Voilà. Voici. Et donc là, après, j'aurai besoin aussi de calculer une autre méthode, parce que pour calculer ceci, on avait dit à cet endroit, beaucoup plus haut, euh, j'avais dit qu'il fallait que
celui-ci existe. Si celui-ci est un 1, alors l'inverse modulaire existe. Donc je vais poser la question, si j'ai déjà calculé et vérifié que le PGCD est bien 1, s'il est un 1, alors l'inverse modulaire existe. S'il existe, je peux le calculer. Donc là ici, je vais réaliser public qui retourne un booléen as mode inverse. Voilà, je vais faire comme ça. Voici. Et return gis.gcd si celui-ci est égal à 1. Voilà. Et si maintenant celui-ci est égal à 1, alors je vais pouvoir le calculer. Donc je vais faire if s'il n'a pas de modulaire, donc il y a une erreur, parce que je ne pourrais pas chiffrer. S'il n'y a pas de mode inverse, donc je vais faire une levée d'exception. Throw new crypto exception. Et donc là, je vais dire pas d'inverse modulaire. Après, on pourra affiner le message pour que ce soit un peu plus, mais déjà, ça, c'est déjà bien. Et ensuite, après, bah, ce que je vais faire, je vais lui demander de me faire un return euh, du modulo de x, parce que c'est bien x qu'on avait pris, hein, c'était, tac, on avait calculé là ici, j'avais trouvé moins 5 modulo n, donc c'est bien ça. Donc là, je fais quoi? Je fais un return mat.floor mode x et là modulus. Voilà, donc ça m'a l'air de tenir la route. Et ensuite, il est possible que je dois calculer un inverse modulaire, mais par une méthode statique. Alors, je vais mettre ça ici. Parce que imaginons que j'ai deux nombres A et B, je voudrais calculer son inverse modulaire. Donc là, je vais faire public statique int mode inverse int a int n. Voilà. Et je fais return new extend Euclid comme ça, point mode inverse. Voilà, comme ça ici je peux faire un calcul purement statique. Voilà, donc là normalement ça m'a l'air d'être bon. Il n'y a pas d'erreur. Et donc là ici je vais me créer une méthode de test. Classe test extend Euclid. Voilà, donc nous ce qu'on avait c'était ici à cet endroit. Le but c'était calculer PGCD de ça. Non, c'était pas tout à fait. J'avais pris quel exemple? Voilà. Donc moi c'était cet exemple-là. Donc voici ce que je vais faire. Les résultats attendus. On avait le PGCD
de 5 et de 26, on avait trouvé 1. Et la valeur de x, on avait trouvé moins 5 de mémoire. Et y, on avait trouvé 1. Moins 5 et 1, tout à fait. Donc, on va lancer les tests. Donc, extend Euclid. Donc, je vais l'appeler Euclid égale new. Et donc, les valeurs que l'on avait, donc int a égale 5, n égale 26. Et donc là, je mets petit a, petit n. Donc le constructeur, lui, calcule tout, hein. Donc moi, maintenant, j'ai qu'à simplement à afficher. Donc pgcd égale Euclid.get gcd. Ensuite, ici, j'ai x, get x. Et ensuite, ici, j'ai y, get y. Voilà, bah, je vais tester déjà si ceci fonctionne. Donc, 1, moins 5 et 1 fonctionnent. OK, ça fonctionne. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais proposer la mise en place euh, de la classe affine Cipher cette fois-ci. Donc, le but, c'est écrire son code à partir de tout ce qui a été mis en place à cet endroit. Donc, je crois pas que j'ai. Donc là, ici, je vais lui dire implémente Cipher. Voilà, donc la prochaine fois, ça va être mise en place de tout le code de ceci pour que ça fonctionne en respectant le pattern stratégie. Donc cette vidéo était un petit peu longue et un peu technique, mais c'était indispensable pour pouvoir réussir à mettre en place le codage affine. Et ce travail qui a été réalisé ici va nous servir pour le chiffrage RSA. Donc si vous avez aimé, bah, pensez à me laisser un pouce. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, bah, les commentaires sont toujours à votre disposition. Allez, à la prochaine et d'ici là, que Java soit avec vous.